Bonjour à tous, Jérémy Barraud de l'hôpital d'Aix-en-Provence. Je suis avec François Roubi de l'hôpital de Montpellier, du CHU de Montpellier, pour parler de télésurveillance et de télécardiologie. Alors François, on voit qu'effectivement la télésurveillance a beaucoup évolué ces dernières années, on en a beaucoup parlé. Est-ce que on peut faire peut-être un petit historique de cette évolution, comment ça s'est développé? Alors, c'est vrai qu'on est loin du programme étape. La première étape est passée, si je puis dire, avec le passage en droit commun. Alors, historiquement, on avait des solutions qui étaient fondées vraiment sur la surveillance du poids et le relevé quotidien avec éventuellement des symptômes. Les premières études ont montré un impact sur l'organisation et en particulier sur la diminution des réhospitalisations, en particulier des études locales, et également sur des événements cliniques durs. Si bien qu'on est passé à plus large échelle, le système étant passé en droit commun, ça permet d'avoir des modèles économiques pour développer les équipes. Et c'est vrai qu'actuellement, on a beaucoup de prestataires différents et beaucoup de solutions adaptées aux besoins locaux. Oui, c'est vrai qu'on a vu vraiment ce développement et cette multiplication des intervenants. Et effectivement, en cardiologie, on est concerné par la télésurveillance des prothèses et la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, qui sont pas forcément réalisées par les mêmes équipes. Ça amène beaucoup de complexité. Comment est-ce qu'on peut gérer, on va dire, évoluer dans cette complexité à la fois des intervenants, à la fois des plateformes, et puis à la fois des alertes qu'on reçoit au quotidien? Alors c'est une vraie question, parce que la multiplicité des alertes tue l'alerte. Trop d'alertes, on ne peut pas les gérer. Et si bien qu'on propose de plus en plus de solutions. Alors déjà, il faudrait une certaine interopérabilité entre les solutions, éventuellement les prestataires. C'est en pratique une question qui essaie d'être résolue par différentes propositions, en particulier la société Implicity qui propose d'intégrer les données des différents constructeurs de prothèses et les données de télésurveillance, ce qui semble logique parce que ce sont des informations qui peuvent être complémentaires, qui peuvent enrichir l'alerte dès lors qu'elle est plus pertinente. Et on a besoin de ce genre de solution parce que sinon on a des systèmes qui sont en parallèle, dont la synergie n'est pas évidente. Ça peut même être délétère en fait d'avoir plusieurs systèmes parallèles sans concertation entre les acteurs. Et comme tu l'as dit, si c'est l'équipe de rythmologie qui se met pas en relation avec l'équipe d'insuffisance cardiaque, c'est dommage parce que le patient c'est le même. Oui, bien sûr, on le voit, effectivement. Il y a, je crois, un tiers des patients insuffisants cardiaques qui sont porteurs de prothèses, et ces prothèses nous apportent beaucoup d'informations, mais à la fois, effectivement, le rythmologue et l'insuffisant cardiologue vont pas forcément regarder les mêmes choses et pas forcément être intéressés par les mêmes choses. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des plateformes ou en tout cas des solutions qui intègrent toutes ces données. Est-ce que voilà, il y a de vraies innovations qui arrivent sur les algorithmes dans cette question de l'insuffisance cardiaque et des prothèses? Oui, beaucoup travaillent sur des algorithmes qui puissent intégrer tout cela. Alors, je crois que tu es un peu expert en intelligence artificielle, donc ça permettra de gérer plus de données. Les algorithmes existants gèrent déjà l'historique récent et plus ou moins récent pour un patient donné. Donc oui, il y a certainement des fortes améliorations, mais il y a quand même une question de retour de l'alerte, c'est-à-dire qui va gérer quoi, et on a quand même besoin de travailler encore, y compris localement, sur nos organisations de soins pour pouvoir répondre rapidement, parce que c'est bien de répondre à une alerte, mais encore faut-il être réactif. Donc il y a à la fois des enjeux très basiques, très fondamentaux, et des enjeux d'organisation pour qu'on puisse suivre le rythme. Ouais, c'est pas simple, on voit que c'est pas simple. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un centre qui ne se serait pas encore lancé? C'est vrai que quand on a inclus 0 patient, on peut être un peu impressionné par cette complexité-là. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour démarrer un start pack? Alors déjà, il faut garder en tête que c'est à l'avantage de nos patients. C'est un vrai bénéfice, je pense qu'on en est tous convaincus. Je disais tout à l'heure que l'expérience locale rapportée, que ce soit à Caen, que ce soit à Toulouse, montre une vraie modification profonde de nos systèmes d'organisation avec une diminution des réhospitalisations, ce qui permet donc de baisser la pression sur le système d'hospitalisation, mais ça nécessite aussi de pouvoir répondre aux alertes, de pouvoir revoir les patients en consultation rapprochée. Alors clairement, on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire que soit on intègre un groupe qui travaille déjà là-dessus et on va prendre notre part et assurer les alertes pour les patients qu'on va référer au système qui fonctionne déjà, soit on peut bien sûr être à plusieurs
si possible avec des paramédicaux qui vont vraiment beaucoup nous aider, IPA, infirmière avec délégation de tâches. Je crois que l'erreur, ça serait de partir la fleur au fusil. Ça marche très bien, ça c'est démocratisé, mais encore faut-il être armé et pas se laisser submerger par la masse de travail que ça peut représenter si la file active est importante. Parfait. Eh bien, merci François. Merci.